Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de l'émission AQC TV Live. Pour cette émission, deux sujets principalement, les fiches réception de travaux du programme Profil, les points sensibles des balcons. Jingle. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre participation sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi un des deux sujets, vous nous avez posé des questions et puis vous le voyez, nous sommes dans une configuration un peu spéciale car nous avons pris toutes les précautions par rapport à la situation sanitaire. Tout de suite, pour le premier sujet, les fiches réception de travaux de Profil, nous partons dans le sud de la France. Bonjour, je m'appelle Julien Blanc, je suis technicien d'études dans une entreprise de plomberie et chauffage. La réception de chantier marque l'achèvement des travaux réalisés chez le client, sa volonté de l'accepter avec ou sans réserve. Elle se traduit par la signature d'un procès-verbal de réception qui donne le point de départ des garanties qui sont apportées sur la réalisation. La phase de réception est une phase importante pour moi parce que le technicien qui va venir suivre la chaudière durant les prochaines années n'est pas la même personne qui a posé et installé la chaudière. Donc ça permet déjà d'avoir un premier contact avec cette personne-là. Ces fiches, elles sont très bien parce qu'elles nous donnent une ligne directrice justement sur tous les points que l'on a abordés lors de cette phase de réception. Que ce soit en termes de remise de documents, en explication et en conseil sur l'installation, sur comment l'utiliser vraiment comme il faut. Pour que son installation, pour que ses équipements soient pérennes dans le temps, on a ce devoir de conseil, de lui apporter donc toute la connaissance sur ces machines, qu'il puisse s'en servir de manière simple, toujours de manière économique. Et aussi être bien au courant des devoirs qu'il a envers cette installation, notamment les entretiens annuels obligatoires que l'on a sur une chaudière ou sur une pompe à chaleur. De retour sur le plateau, j'accueille deux professionnels pour parler de ces fiches. Johanna Tamietti, vous êtes gérante de l'entreprise Tamietti dans les Alpes de Haute-Provence et vous êtes également présidente départementale de l'UMG-CCP pour la FFB. C'est bien cela? Oui, bonjour. Et à ses côtés, Jean-Claude Rancurel, vous êtes maître artisan, plombier chauffagiste, président de l'UNA Couverture Plomberie Chauffage à la CAPEB et vous exercez dans le Vaucluse. Johanna, vous nous donnez un petit peu les raisons de ces fiches, comment ont-elles été conçues dans le cadre du programme Profil? Oui, tout à fait. Alors le programme Profil est un programme qui est là pour faciliter l'accès à la rénovation énergétique des bâtiments, donc aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Dans ce cadre, nous sommes de nombreux professionnels de diverses organisations à être impliqués dans la conception de ces fiches, dont les fiches de réception de chantier. Alors Jean-Claude, la valeur ajoutée de ces fiches par rapport à un PV de réception classique, quelle est-elle? Le PV de réception classique est basé exclusivement sur le juridique. Là, avec les fiches, on a le côté juridique et on a également le côté pédagogique. Ça permet effectivement, pour reprendre un terme du bâtiment, de sceller sur le papier le savoir-faire, la bonne réalisation des travaux lors de la réception à la fin du chantier. Alors, Johanna, justement, vos clients réagissent comment quand vous leur présentez ces fiches? Alors ils apprécient beaucoup puisque effectivement donc, ça permet de donner un cadre sur tout le processus commercial et administratif de l'entreprise et donc de venir vraiment terminer avec cette phase qui est indispensable et qui permet de vérifier de nombreux points avec le client, donc de l'impliquer dans cette réception et pas uniquement de signer un bout de papier juridique. Mais en plus, ça permet quand même de garder une trace écrite. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment vital puisque aussi bien pour le client que pour l'entreprise, c'est vraiment la date qui fera foi pour le démarrage de toutes les garanties, qu'elles soient biennales, de bon fonctionnement ou décennales de l'installation. Jean-Claude, cela renforce le lien de confiance entre l'artisan, l'entreprise et ses clients, l'utilisation de ces fiches?
Pour rajouter un peu quelque chose ce que disait Johanna, effectivement, ça met sur le papier le savoir-faire, vraiment de l'artisan par rapport au client et la confiance avec ces établissements de ces fiches ne peut être qu'au rendez-vous, quoi. Le client voit qu'on a tout fait ce qu'il fallait faire pour lui rendre une installation en bonne et due forme, et d'autre côté, il y a tout l'aspect juridique qui permet au client d'avoir toutes les garanties qu'on vient d'évoquer. Et vous en profitez pour lui parler de l'usage, de l'utilisation de l'équipement que vous lui avez installé? C'est essentiel de présenter au client comment marche son installation. On a beau avoir fait la meilleure installation du monde, si derrière il n'y a pas une explication, si quand on va récupérer sa voiture chez une concession, si le vendeur ne vous explique pas comment marche la bagnole, à la limite jamais vous saurez la démarrer. Alors aujourd'hui avec tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc effectivement c'est très important d'accompagner le client en fin de chantier pour qu'il prenne en main son équipement, quoi. Et vous lui parlez aussi de la maintenance, de l'entretien futur? La maintenance, bien entendu, est aussi essentielle dans la continuité du fonctionnement des installations. Il y a un cadre obligatoire sur certains équipements, on le sait. On a pratiquement sur tous les équipements maintenant. Et puis, bien entendu, on explique, on a un rôle pédagogique au client en disant si vous voulez garder votre installation le plus longtemps possible dans le meilleur état, bien entendu, entretenez-la. Ça vous permettra de garder tout ça en bon état et de faire des économies d'énergie. Je pense que vous confirmez ce que vient de dire Jean-Claude. Dans votre métier, ça se traduit comment, cette maintenance, ce conseil? Donc dans notre entreprise, la réception se fait en 2 phases. Donc la première qui a lieu à la fin du chantier de suite, donc où on réceptionne l'ouvrage avec le client. Puis après intervient notre technicien qui est dédié au SAV et à la maintenance des installations, qui va mettre en service, rencontrer aussi potentiellement son futur client et donc lui remettre l'installation en main avec toutes les explications et les conseils d'entretien qui vont bien. Je pense que les fiches programme profil permettent justement de donner un cadre très précis, aussi bien pour l'entreprise que pour le particulier, et donc de sceller ce lien de confiance qu'il y a entre les 2 parties. Confiance. Merci pour votre témoignage. Je rappelle que ces fiches sont téléchargeables sur le site internet du programme Profil. Merci. Rubrique suivante, notre revue Qualité Construction avec Gaëlle Darchen, rédactrice en chef. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un sujet sur l'ingénierie de la sécurité incendie, un focus sur les risques géotechniques des grands chantiers, un article sur l'essor de l'agriculture urbaine en toiture-terrasse et un point sur la création d'un nouveau DTU pour les laines minérales. Nous vous proposons en lecture gratuite sur notre site internet un article sur l'arrivée de l'hydrogène décarboné dans le bâtiment. Les annonces de production d'hydrogène vert se multiplient, tout comme les projets de mobilité utilisant l'hydrogène comme carburant. Du coup, les projets d'utilisation stationnaire de l'hydrogène dans les bâtiments profitent de ces développements et devraient croître rapidement. Nous vous proposons donc de découvrir les 3 formes d'usage stationnaire de l'hydrogène dans les bâtiments à travers des projets précurseurs en France et notamment les chaudières à hydrogène. Vous pouvez retrouver toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Autre sujet choisi par les internautes suite à sondage, les points sensibles des balcons. J'accueille Jean-Pierre Thomas. Jean-Pierre, vous êtes expert construction chez Stellian, responsable des spécialités cellules fort en jeu. C'est vous qui avez mené le travail et l'enquête autour des points sensibles des balcons en lien avec la DHUP. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors le travail a été sollicité par la DHUP auprès de l'agence qualité construction à la suite bien évidemment du drame d'Angers qui a fait 4 morts que tout le monde connaît et quelques dizaines de blessés. Pour s'interroger sur cette problématique de ces ouvrages particuliers que sont les balcons. Le cahier des charges a été mis au point en 2018 après un certain nombre d'allers-retours pour finaliser cette étude. Justement, je vous propose d'aller regarder l'avis d'un contrôleur technique au sujet des balcons.
Alors d'abord, un balcon, c'est évidemment une respiration, un bol d'oxygène, c'est ce qui permet d'être à l'extérieur sans sortir de son logement. Mais c'est pour les techniciens du bâtiment aussi beaucoup de contraintes à réconcilier. Tout d'abord, celle évidemment de la stabilité, de la robustesse du balcon. Celle de la thermique, parce que les balcons sont des ponts thermiques. Celle des problématiques d'étanchéité à l'eau des bâtiments. Celle aussi en fait de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui doivent pouvoir sortir sur leur balcon, revenir en fait dans leur logement par des cheminements fluides. Celle de la sécurité incendie, parce que souvent les balcons jouent un rôle dans la non-propagation du feu par les façades d'un étage inférieur à un étage supérieur. Et puis en cas de séisme, en fait, il faut que les balcons restent en place, parce que s'ils s'effondrent, évidemment, ils peuvent tomber sur les gens qui sont en train d'évacuer le bâtiment. Alors ce qui est particulier avec les balcons, c'est qu'il faut arriver à réconcilier des injonctions techniques qui sont contradictoires. Par exemple, sur les ponts thermiques, en fait, il y a une problématique liée à la continuité de la matière. Par exemple, pour les balcons béton, ce sont des parois froides à l'extérieur qui se prolongent à l'intérieur. Et dans le même temps, cette matière, il faut qu'elle soit continue si on veut apporter de la solidité, de la stabilité au balcon. Donc ce sont deux injonctions contradictoires. Si je prends un deuxième exemple, celui de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour traiter les sujets d'étanchéité, on va être obligé de mettre en place ce qu'on appelle des relevés d'étanchéité. Donc en fait, ce sont autant d'obstacles dans le cheminement pour une personne à mobilité réduite, donc il faut arriver aussi à réconcilier ces deux paramètres. Le rôle du contrôleur technique, en général, c'est prévenir les aléas techniques, en particulier sur les balcons. Ça se matérialise par une attention très particulière en fait en phase conception, et puis en fait en phase chantier, ça va être d'aller inspecter notamment les premiers balcons pour voir si les mises en œuvre en fait correspondent comment dire, à la maîtrise des risques propres liés à ces balcons. Donc il y a vraiment le sujet de la conception et le sujet de la mise en œuvre. Retour sur le plateau d'AQCTV Live avec Jean-Pierre Thomas, expert construction. Vous confirmez cette analyse du contrôleur technique ? Oui, tout à fait. Je pense que l'essentiel des points y sont abordés. La problématique des balcons tient à différentes pathologies qu'on a pu repérer au travers de l'étude. On va dire quand même que la grosse majorité tient au problème d'infiltration, soit à l'intérieur des logements, soit d'un balcon à la partie qui se trouve dessous, éventuellement extérieure. Aux problématiques de revêtement, les revêtements de sol, les revêtements verticaux des éléments de garde-corps de balcon, et puis évidemment les problèmes liés à la solidité, au fléchissement et à la structure, voire les risques d'effondrement si les ouvrages sont sous-dimensionnés. Risque d'effondrement, justement, je vous propose d'aller sur un chantier de réparation, cette fois-ci dans le nord de la France. Alors ici, nous sommes sur un chantier du nord de la France, tout simplement. C'est une opération qui a été réalisée, c'est une construction neuve qui a été livrée il y a plus de 2 ans. Lors des premières visites, nous avons constaté un certain nombre de fissures au droit des baies. Et la problématique, c'est tout de suite poser la question, est-ce que ces fissures étaient répétitives sur tous les balcons, puisqu'il y a 50 balcons sur cette opération. Et comme on a constaté qu'il y avait plusieurs balcons qui étaient fissurés, nous avons été un peu plus loin, donc on a fait des diagnostics destructifs pour regarder, je dirais, la qualité et la position des aciers dans la structure de l'ouvrage. Et il a été défini qu'il y avait une déficience notable qui nous amenait, je dirais, à la réparation. Donc la réparation souhaitée par le bailleur a été une réparation visuelle. Donc vous pouvez voir sur cette opération des tendeurs de part et d'autre du balcon avec en nez de balcon une reprise des efforts par un renfort métallique, mécanique. Quand nous faisons des travaux, comme nous l'avons fait ici, une réparation d'éléments extérieurs visuels, nous sommes obligés de déposer une autorisation de permis auprès de la mairie. Quand on parle des balcons anciens ou des balcons nouveaux, il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, la résistance des balcons est la même. La réglementation début 20e et 21e siècle, même si les modes de calcul sont différents, on arrive à la même résistivité mécanique. Donc aucun problème pour la sécurité de chacun. Jean-Pierre,
S'il y avait un ou deux points importants à dire ou à contrôler sur chantier, ce seraient lesquels? Alors le point important qui me semble nécessaire de vérifier, c'est bien évidemment les plans d'exécution. Est-ce que les plans d'exécution prévoient bien tout ce qui est nécessaire et est-ce que le calcul lui-même du balcon a été vérifié, bien entendu. Et puis ensuite, la phase mise en œuvre qui devrait faire l'objet, je pense, de dispositions et d'un contrôle plus systématique de la part de l'ensemble des intervenants, de l'entreprise qui exécute bien évidemment, mais aussi le maître d'œuvre, le contrôleur technique, pour que tout le monde soit bien impliqué et qu'on formalise ce contrôle, puisque un balcon, c'est un ouvrage essentiellement isostatique qui tient que sur un seul appui. Donc on n'a pas la possibilité de pouvoir d'avoir des renforts voilà, et de la sécurité. Donc il n'y a pas de parachute ou de bretelle si quelque chose défaille au niveau de la liaison à la structure. Alors justement, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des bailleurs sociaux, à des propriétaires, des copropriétaires, pour qu'ils puissent regarder des signes avant-coureurs de ce risque, soit de chute, soit d'étanchéité? Alors je pense que pour les bailleurs sociaux et les gestionnaires de patrimoine, il est essentiel d'assurer une maintenance et un suivi régulier des ouvrages, puisqu'un bâtiment, ça doit s'entretenir, ça vit, ça vieillit, c'est soumis à un certain nombre de contraintes et de sollicitations. Pour le bailleur, les signes avant-coureurs, ça peut être une trace de rouille, des infiltrations, des fissurations, toutes les choses qui pourraient paraître curieuses ou anormales ou symptomatiques de quelque chose qui peut survenir ou se passer ultérieurement. Et l'usager lui-même, comment faut-il l'informer? Quels sont les conseils importants à lui donner? Et puis est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un document d'entretien, une fiche pratique à lui donner? Alors, bon, malheureusement, il n'existe pas de texte qui résume les conditions minimales d'entretien ou d'usage d'un balcon. On peut penser quand même que les règles principales qui peuvent être appelées dans une petite notice d'une ou deux pages, c'est limiter évidemment les charges qu'on va rapporter sur le balcon. On ne va pas mettre des jardinières très lourdes en extrémité du porte-à-faux. Et puis dans l'usage quotidien et dans le nettoyage de la surface du balcon, qui peut évidemment prendre la pluie, la poussière, etc., c'est de ne pas utiliser des produits trop agressifs qui vont risquer de dégrader ou de s'infiltrer dans le support. Les balcons ont-ils un avenir? Est-ce qu'il y a, à votre avis, des techniques nouvelles, peut-être une législation européenne à ce sujet? Alors, la législation, elle évolue bien évidemment et complexifie les règles de mise en œuvre, puisqu'il faut assurer à la fois l'isolation thermique de la construction, et on fait de plus en plus d'isolation thermique par l'extérieur, donc il faut assurer cette continuité au niveau du balcon, il faut assurer de l'accessibilité des balcons aux personnes en fauteuil roulant à niveau de l'intérieur du bâtiment, donc ce qui pose des problèmes, puisque le balcon, c'est un élément extérieur qui reçoit de l'eau nécessairement quand il pleut, et cette eau, il faut l'évacuer. Donc la première des règles de bon sens qui devrait dominer dans la conception du balcon, c'est d'orienter la pente vers l'extérieur si possible, pour que l'eau s'évacue et ne stagne pas et ne risque pas de s'infiltrer au travers du balcon. Donc, avec un peu de bon sens, on peut construire des balcons. Tout à fait. Oui. Et un peu de bon sens et un peu de vigilance et de discernement sur la mise en œuvre pour être sûr que toutes les choses se font de la meilleure façon possible. Donc il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, et puis la tendance, bien évidemment, alors sans même parler du confinement qui incite les gens à sortir un minimum de chez eux, mais la demande d'espace extérieur dans les logements apparaît de plus en plus importante. Donc la tendance à réaliser des balcons sur les bâtiments de construction va dans le même sens. Et la tendance architecturale suit ce même mouvement. Quant à la mise en place d'une législation européenne, on va dire que les règles constructives, elles, sont nationales, donc elles sont prises en compte. Au niveau réglementaire, il ne semble pas qu'il y ait de volonté actuelle politique de faire un document spécifique, une réglementation. Voilà, de modifier à proprement parler ce qui ne concerne que le balcon.
même s'il y a des règles plus générales qui visent l'isolation thermique, l'accessibilité, etc. Au niveau national, on n'a pas, enfin, je veux dire, on a sans doute d'autres préoccupations à l'heure actuelle. Et au niveau européen, je n'ai pas connaissance que pour l'instant, quelque chose se dessine au niveau commun. Alors, vous savez que vous pouvez poser des questions par Internet, par le biais de nos réseaux sociaux. Nous en avons eu plusieurs que nous avons déjà intégrés, encore une ou deux. Y a-t-il des sinistres de balcons avec rupteur de pont thermique sous avis technique? Alors, les seuls qu'on ait pu identifier au sein de l'étude qui a été conduite, ce sont plutôt des problèmes liés à des infiltrations, liés à la mise en œuvre de rupteurs sur des balcons dont les pentes sont un peu mal gérées. Donc qui favorisent la pénétration de l'eau évidemment au niveau inférieur et la pénétration de l'eau dans le volume habitable. Donc on retrouve le point sensible que vous avez évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Sur le sens de la pente. On peut penser aussi que les entreprises, sachant que ce sont des techniques plus complexes à mettre en œuvre, sont aussi plus vigilantes sur la réalisation de ce type d'ouvrage, ce qui génère moins de sinistralité peut-être. Autre question, est-il envisagé un contrôle périodique des balcons à votre connaissance? À l'heure actuelle, non. Il existe en principauté de Monaco, par exemple, une obligation de faire vérifier les balcons avant le Grand Prix de Formule 1. On pourrait imaginer que quelque chose comme ça se dessine en France, mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, semble-t-il. Bon, globalement, une conclusion par rapport à ces risques liés au balcon? Je pense qu'il faut quand même rassurer les auditeurs qui nous suivent. Les effondrements de balcons restent, même si on en compte peut-être 10 ou 15 par an, restent quand même relativement rares. Heureusement, parce que ce sont évidemment des accidents qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. On estime, selon les données de l'INSEE, le nombre de balcons en France à 10 à 15 millions. Et une dizaine d'effondrements par an, c'est heureusement relativement faible. Merci Jean-Pierre Thomas, expert construction. Maintenant, notre chronique CDB, constat, diagnostic, bonne pratique, avec le chauffage par le sol à eau chaude. La mise en œuvre d'un chauffage par le sol à eau chaude doit être prise en compte dès la conception, afin d'éviter des fuites sur le réseau ou diverses fissurations liées aux effets thermiques. Les désordres que l'on rencontre fréquemment concernant les supports sont une réservation insuffisante ou excessive, une épaisseur insuffisante de la couche d'enrobage ou de scellement sur un dallage en pente, une irrégularité du support en cas de planéité irrégulière ou de présence de matériaux divers. On rencontre également des risques de fissuration de la couche d'enrobage si les tubes de chauffage ne sont pas correctement fixés. Enfin, on peut retrouver des risques de fissure au droit des panneaux d'isolant par écrasement du mortier lié à la présence de joints ouverts entre les panneaux. Pour les bonnes pratiques, nous préconisons d'utiliser des isolants conformes au DTU 65.14 P1 et au DTU 52.10, d'avoir une température du fluide inférieure à 50 degrés et de surface inférieure à 28 degrés, de prévoir un dispositif pour la maintenance, de réaliser une réception du support pour le chauffagiste et pour le carreleur, et enfin de respecter la mise en chauffe progressive avant la réalisation du carrelage. La prise en compte de ces quelques recommandations vous permettra d'être serein avec vos interlocuteurs. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission, c'est la Minute Membre AQC. Bonjour Franck Desmond. Bonjour Frédéric. Nouveau président de l'INTEC, l'Union nationale des économistes de la construction. En quelques mots, Franck, vous nous rappelez ce qu'est l'INTEC ? Oui, très bien. Donc, en 1972, en fait, une organisation syndicale s'est créée, donc une organisation qui représente tous les économistes de la construction, la seule organisation en fait qui représente les économistes. Notre syndicat a pour vocation en fait de promouvoir la profession, de la défendre et de développer des activités qui sont liées en fait à notre profession. Donc, en 1972, l'INTEC a été créé. On a créé il y a quelques années INTEC Service, qui est en fait tous les services apportés à nos adhérents, qui représente aujourd'hui 900 adhérents et un peu plus de 1500 entreprises sur le territoire français. Quel est le rôle de l'économiste de la construction par rapport à la qualité ?
On est un acteur impartial en fait de la maîtrise d'œuvre. Donc on intervient à plusieurs niveaux, bien sûr sur la démarche budgétaire, la dimension budgétaire, puisqu'on est là pour faire les meilleurs arbitrages entre la qualité et bien sûr le prix. On intervient bien sûr aussi sur le mode opérationnel, donc sur tous les process, et sur la qualité des produits et des matériaux. Donc sur ce triptyque, en fait, coût, délai, qualité, on est un acteur important. Et quels sont vos grands sujets d'actualité en tant qu'économiste aujourd'hui dans votre syndicat? On est en pleine réforme, donc il y a deux sujets majeurs qui sont aujourd'hui d'actualité. On a le fameux CCAG maîtrise d'œuvre qui vient d'être édité, donc il vient de sortir, hein, oui. Donc il deviendra en application à compter d'aujourd'hui avec une phase transitoire jusqu'au mois de septembre. Donc, mais au 1er octobre, ce CAG devienne opposable pour toutes les constructions publiques. Donc ça, je dirais, c'est une activité importante. Et puis on travaille dans le groupe de travail pour la RE 2020 qui va rentrer donc opérationnel en début d'année 2022. D'accord. Et comment s'articulent vos travaux avec ceux de l'AQC? Vous êtes membre de l'agence Qualité Construction, comment ça se passe? Alors, on apprécie particulièrement votre travail, parce que pour nous, c'est une source d'inspiration. Ce qu'on recherche dans notre profession, en fait, c'est le retour d'expérience du terrain. Voilà. Au travers de notre collaboration, de notre partenariat, en fait, on a ce retour-là. Ce qui veut dire qu'en fait, toute la partie, je dirais, sinistralité est importante, puisque nous sommes des prescripteurs, nous sommes des gens qui concevons des produits. Donc, on a besoin d'avoir ce retour d'expérience. Et je ne te cache pas que ce partenariat est très, très important. Ça nous permet tout simplement d'avoir une pointe d'actualité, un retour d'expérience sur notre production future. Merci Franck Dessemont, nouveau président de l'Intec. Notre émission touche maintenant à sa fin. Le moment de vous rappeler quelques informations. Tous les liens utiles qui ont été évoqués au cours de l'émission, vous les trouvez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, par exemple par les réseaux sociaux. Et puis pensez à vous abonner en cochant la petite cloche sous la vidéo. Prochaine émission d'AQC TV Live cet été. Comme d'habitude, vous pourrez décider des sujets et poser vos questions au préalable. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui sont à la technique et derrière les caméras. Davy Michalet, Nawel Kageou, Corinne Jouanin, Richard Audibert, Mathias Giuliani. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur AQC TV. Bonne fin de journée, bon week-end, merci.